présentation que vous attendez. Le numéro le plus sensationnel du siècle. Lola Montaigne, Comtesse Maria Dolores de Landsfeld, en chair et en os. Sur la vie extraordinaire de Lola Montaigne, représentée par toute la troupe, en pantomime, acrobatie, tableau vivant, avec musique et danse, et avec tout l'orchestre. Traversait tout le cirque sur l'entrée d'Oustinov. Et précisément, j'avais eu avec Ophuls une discussion au sujet de ce rail, c'est que moi, en reculant indéfiniment au bout du cirque, j'avais le rail dans le champ. Et Ophuls m'avait simplement dit, je m'en fous. Et pour moi, pour un caméraman, c'est une catastrophe d'avoir le rail dans le champ. Ophuls n'aimait que le mouvement lui-même était toujours en mouvement. Il ne parlait qu'en marchant, il parlait en se promenant. Il ne concevait la vie que dans le mouvement, quoi. Aussi bien le mouvement des acteurs que c'est ça le sacré mouvement de caméra dont on attend parler. Mais le premier plan de la ronde, c'était une chose assez surprenante pour à peu près toute l'équipe. D'ailleurs, quand c'était l'entrée de Walbrook, le meneur de jeu de la ronde, qui rentrait, traversait des tas de chemins, montait sur impraticable devant le panorama de Vienne, et ça a été un travelling qu'on a posé pendant toute une journée qui faisait une cinquantaine de mètres avec des sacs tournantes, des courbes, et c'était pour moi la première fois de ma vie que je faisais un truc comme ça, et j'ai été assez surpris, mais enfin on l'a posé pendant une journée, puis on a mis une journée pour le tourner le lendemain. Nous sommes dans le passé. Et puis après, là, alors ça m'a encore beaucoup plus surpris. On a fait des grands travelling avec Simone Simon et Reggiani, la bonne et le militaire, à travers des feuillages. On voyait jamais les acteurs. J'arrivais vraiment à rattraper les acteurs dans les trous, mais je les voyais pour ainsi dire jamais. Et quand je rentrais le soir à la maison, je disais à ma femme, ce gars-là est dingue. Que les gens se déplacent pour lui. C'est comme le plan dans Le Masque de ce petit groom qui allait chercher les ciseaux quand au moment où le docteur demandait les ciseaux pour couper les fils du masque. Je peux avoir une paire de ciseaux, s'il vous plaît. Le groom aurait pu très bien trouver les ciseaux à 3 mètres de là. Ben non, le groom a traversé tout le bal, est allé chercher les ciseaux chez la concierge et est revenu. Et tout ça, ça a été accompagné en panoramique et en travelling. Il ne pouvait pas concevoir que le groom se retourne tout simplement pour prendre les ciseaux derrière lui. Il n'y aurait pas eu de mouvement. En fait, c'était un homme très intuitif et qui n'aimait pas, c'est pas qu'il pouvait pas expliquer, c'est qu'il n'aimait pas expliquer. Et alors il donnait des réponses dans le genre de oui, vois-tu, ce film-là, Le Plaisir, par exemple, c'est un film donc sur le plaisir,
Donc le plaisir est une chose très, très hâtive, très saccadée, donc il faut bouger. C'était la réponse pour le plaisir. Pour la ronde, c'était oui, mais tu comprends, on passe de couple en couple, alors en passant, il faut marcher. Alors quand on marche, il faut du travelling. Dans la Lola Montez, c'était oui, mais tu comprends, c'est la vie d'une femme fatale. Alors, c'était toujours la même réponse. Au fond, il marchait, il faisait du travelling parce que c'était comme dans la vie, il marchait. C'est un homme qui ne pouvait pas rester en place, il se promenait toujours, il était toujours en mouvement. Il donnait à la caméra une fonction importante. À la caméra, au mouvement de la caméra. Oh, la caméra, alors ça, la caméra, toujours en travelling, toujours en mouvement. Il faisait des travelling énormes, très longs. Un jour en projection, en voyant une séquence, il a demandé qu'on arrête la projection. Il m'a dit, vous avez coupé dans les travelling. Je lui ai dit oui. Vous avez fait ça. Et vraiment, j'avais le sentiment qu'il avait mal. C'est comme si j'avais coupé un doigt ou une jambe à M. Ophuls. Il souffrait. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'on puisse couper dans les travelling. Je crois qu'il avait horreur de la ligne droite. Et je crois que s'il avait donné une définition, pour aller d'un point à un autre, le meilleur chemin, c'est la ligne courbe. Je voudrais voir Monsieur Rémy. Bien, madame, vous m'excusez. Madame la comtesse. Je voudrais vous parler quelques instants. Tout d'abord, Monsieur Rémy, il faut me jurer de garder le secret sur ce que je vais vous dire. Nos clients ne sont là qu'à cause de nos clientes. Il y avait des escaliers parce que Ophuls aimait le mouvement et que l'escalier était un mouvement dans deux dimensions, enfin dans l'horizontale et dans la verticale. Un escalier, pour lui, c'était un escalier en colimaçon. Il y avait des escaliers chez lui, beaucoup d'escaliers. De l'émotion, de l'action, de l'histoire. Tu m'as prise. Bien maintenant, garde-moi. Le bruit, les scandales, les émotions. Voilà ce qu'elle a choisi pour faire. Sensation. Son premier grand succès à l'écran était un film en 1933 qui s'appelait Liebelei, un film qu'il avait fait juste avant de quitter l'Allemagne hitlérienne, enfin l'avènement d'Hitler, et qui était un film qui jouait à Vienne en 1900. Et alors par la suite, les producteurs qui connaissaient ce film, bien sûr, lui demandaient de faire, vous savez comment c'est dans le cinéma, enfin comment c'était. Alors il faisait toujours des films de cette époque, lui qui connaissait pas tellement bien Vienne, qui n'était pas viennois du tout. J'étais son assistant dans Liebelei, dans la première version, enfin dans la version que nous avons tournée à Berlin. Ce film était un énorme succès en Allemagne. Mais avec l'avènement de Hitler, on l'a interdit tout de suite. Et sur ces entrefaits, nous avons dû partir de l'Allemagne. Nous sommes arrivés tous les deux à Paris en 1933, sans un sou. Tenez, prenez ça. Mais oui. C'est souverain contre le mal de tête. Nous avons refait la moitié seulement de Liebelei en version française, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour refaire tout le film. Ce film n'avait pas le même succès que Liebelei dans la version originale, mais ça n'a pas empêché que tout de suite après, Ophuls a été engagé par Erich Pommer, un grand producteur allemand qui est en France, pour faire pour la Fox On a volé un homme avec Henri Garat et Lili Damita. Nous avons fait aussi ensemble.
Et ensuite, Rizzoli, en Italie, l'a engagé pour faire La Signora di Tutti avec Isa Miranda. Et alors, ensuite, Ophuls avait un engagement par Simone Berriot, qui l'a engagé pour faire en premier Divine de Colette, et ensuite La Tendre Ennemie. Ladies and gentlemen, À New York, on a joué pendant 4 semaines à bureau fermé avec les 2 anarchistes qui avaient tué le sultan d'Égypte. dans notre ménagerie. Je crois que Max a passé plusieurs années à Hollywood, en Amérique et à Hollywood. Je sais qu'au début, il a dû se battre à gauche et à droite et, comme on dit, bouffer la vache enragée. Et c'est seulement après, par d'autres amis, qu'il a fait 2-3 films là-bas, L'exilé avec Douglas Fairbanks Jr., qui était un grand succès. Mais je crois que ce n'a jamais été un film qui corresponde très étroitement à ses intérêts ou à son enthousiasme personnel. Et alors, le film de Lettre d'une femme inconnue était déjà en train, on y travaillait, et je travaillais avec un écrivain qui s'appelait Howard Koch. Et lui avait formé une grande amitié avec Max, que moi je ne connaissais pas, ou je l'avais peut-être rencontré, mais je ne le connaissais pas. Ophuls est revenu en 1949, et c'est là où j'ai eu l'idée de La Ronde. C'était une espèce de poète du mauvais goût. Je pense qu'il était très attiré par le kitsch, par le mauvais goût fin de siècle. Et c'est peut-être le premier qui a fait de toutes les choses atroces qu'on faisait vers 1900 quelque chose de joli. Il aimait le baroque surtout, et nous l'avions senti, et donc nous gagnions la bataille comme ça, nous avec lui aussi. Baroque est un adjectif que je connais bien parce que c'est ce qu'on disait toujours de lui. Il n'en était pas conscient. Il n'avait pas de style conscient, d'ailleurs. Mais ses goûts étaient peut-être baroques. Tous mes personnages, la terre, tout. Dans le film que j'ai fait avec lui et puis dans ses autres films, je crois que c'est surtout le grand spécialiste de la sentimentalité, ce que en Amérique nous appellerions romanticism, mais qui se traduit en français par la sentimentalité. Il disait que le film à costume permettait de dégager les grandes lignes des sentiments parce qu'on n'avait pas besoin de se noyer dans le détail. C'était une façon de rendre un film plus abstrait. Tout mes personnages, la terre, tout. Surtout un homme de théâtre qui voulait amener le miracle du théâtre au cinéma. Il était capable de construire la montre la plus petite au monde, et puis après d'insister de la pendre sur une cathédrale. Il n'aimait pas le réel du tout. Il voulait toujours, en quelque sorte, aboutir à un effet quelconque d'une façon détournée. Il aimait cacher une partie de ce qu'il avait à faire voir. L'histoire du tuyau de poêle, il avait trouvé le moyen de faire un travelling à l'intérieur d'un carrosse. Et le travelling faisait le tour à l'intérieur du carrosse pour recadrer tous les deux. Il s'est trouvé que Martine, à la fin, avait le tuyau de poêle juste au milieu de la figure. C'est ce plan-là que Ophuls a choisi pour monter dans son film. Même derrière les chaises, derrière les objets où il cachait les acteurs, Ophuls a arrivé à recréer une ambiance et une atmosphère et où il avait raison qu'on n'a pas besoin, pour créer l'atmosphère et créer la présence de l'acteur, d'un gros plan. C'est qu'il était incapable de tourner un gros plan. Pour Ophuls, chaque plan représentait quelque chose. Tourner le gros plan d'un personnage, il ne savait pas comment il fallait placer l'appareil. Il voulait voir tout en même temps. Et le décor, et l'ambiance, et l'acteur. Sans détacher, tout faisait un tout. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable.
décor en général, et qu'il attendait surtout d'être influencé par le décor lui-même. C'est-à-dire qu'il nous parlait du plan, mais ni du style, ni du caractère en général. Et alors, il faisait après sa mise en scène d'après ce qu'on lui donnait. Madame, issue d'une bonne famille de paysans, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé si violent et si vivace dans les villes n'existait pas dans la campagne normande. Le paysan disait « c'est un bon métier » et il envoyait son enfant tenir un harem de filles comme il l'eût envoyé diriger un pensionnat de demoiselles. Fernande représentait la belle blonde fille des champs. Raphaël, une Marseillaise, jouait le rôle indispensable de la belle juive. Rosa ne cessait de boire que pour chanter et de chanter que pour boire. C'est le dernier, Il a décidé que, comme c'était une maison close, la caméra ne devait pas y entrer. Il expliquait ce qui se passait dans la maison, mais il n'a pas vraiment dit que ça ne se verrait que de l'extérieur. Alors donc on a construit quand même tout l'intérieur, avec le détail que vous pouvez demander sur des maisons de cette époque-là. Il a demandé que je dessine tous les personnages, absolument tous, jusqu'à dernier figurant. Et c'est d'après cette chose-là qu'il a composé les scènes. Il fallait faire, je ne sais pas, les centaines et centaines de dessins pour arriver à compléter la chose, création de personnages. Et ensuite, tous les accessoires. Vous voyez, c'est exact l'exécution d'après les dessins. Voilà. Et comme ça, toujours, n'est-ce pas, tous les détails. Après-demain? Qu'est-ce que tu fais? Un bon livre? En ce qui concerne l'éclairage, il ne donnait jamais d'indications précises. Mais, cependant, si ce n'était pas des indications techniques, c'était des indications correspondant à un sentiment, à une ambiance particulière. Et je dois dire qu'il avait, dans la conversation qui précédait chaque séquence, il avait une façon de suggérer ce qu'il souhaitait de telle manière que on en arrivait à cette chose étrange. Il parlait quelquefois même pas de ce que nous allions faire, mais il plongeait tous les gens qui travaillaient avec lui dans une sorte d'ambiance même. Il demandait justement que nous participions à cette ambiance de telle manière qu'il arrivait finalement à obtenir ce qu'il souhaitait. Il faut absolument que je te voie ce soir. Je dois te dire à propos de mon bar. C'est moi qui ai trouvé la femme. Alors j'irai t'attendre à la sortie du théâtre. Tu m'attendras ici, Chez toi? dans la chambre. Alors, il partait de l'acteur, et ça, il a fait ça toute sa vie, de nouveau, c'est sa formation de théâtre. Pour lui, le comédien était sacré. La technique était au service du comédien. C'était un formidable directeur d'acteurs. Et une façon de diriger les acteurs absolument pas spectaculaire. Enfin. Chaque fois qu'il entrait dans un nouveau décor ou qu'il entamait une nouvelle scène, il faisait vider le plateau, il faisait évacuer le plateau, mettait tout le monde à la porte. Il se plaçait lui-même seul dans le décor, sans que personne ne le dérange. et il consultait les acteurs, et il discutait pendant une demi-heure avec les acteurs. Il savait que ce qu'il voulait. Et alors, pour cette raison, il avait la conviction, il avait le don de convaincre nous tous. Ensuite, quand la scène était jouée,
et que les personnages étaient placés selon, non pas une nécessité technique, mais selon en quelque sorte la nécessité de la scène et ce qu'il avait imaginé, on faisait venir les principaux responsables, c'est-à-dire les techniciens, et on plaçait la scène, il faisait son découpage ultime sur le plateau. C'est-à-dire que jusque-là, personne ne savait ce qu'il allait faire, et puis tout à coup, il partait d'un point, c'est-à-dire à un bout du décor, et il allait à l'autre avec son viseur, et c'était un travelling. Et c'est ça, en fait, l'explication du travelling, l'explication réelle du travelling, c'est que, comme il aimait les voir en marche, il était bien forcé de les accompagner. Et tu m'aimes, Justin? Je t'aime. Tu pourrais vivre sans moi? Je crois pas. Il faut en être sûr. À chaque fois qu'on travaille... J'en suis sûr. J'adore tes gestes. Tu as une grâce extraordinaire dans les gestes les plus ordinaires. Quand tu te penches vers moi, quand tu montes en voiture, quand tu lèves le bras, quand tu me tends la main. Ça va peut-être appeler d'autres souvenirs. Ça n'est pas chaud. Il fait trop clair. Vous avez raison, Marie, il fait trop clair. Remarquez, vous n'avez pas à vous gêner à cause de moi. D'ailleurs, vous n'avez à vous gêner avec personne. Je lis une coulette. Oh, Marie, Il y avait une scène dans la chambre, dans ma chambre, et Daniel me sonnait. Et Max me répétait tout le temps tout ce que je devais penser pendant ce temps-là. Vous écrivez votre amoureux, on vous sonne, vous dites c'est le jeune homme, vous y allez, vous retournez, il vous rappelle, alors vous dites hé hé, vous déboutonnez le bouton du corsage, vous vous regardez, et sans arrêt il me disait tout ce qu'il fallait que je fasse. Pendant la Ce qui aidait, ce qui n'aidait pas aussi, parce que finalement on se sentait complètement dépouillé de sa propre initiative. C'était pas plus mal de reste. Enfin, on était des objets, enfin. Et forcément, nous tous, par cabotinage et par raison de vivre et de s'exprimer, on n'était pas tout à fait pour, enfin. Et je me souviens très bien que dans La Ronde, une scène avec Daniel Darieux, je me souviens très bien de la scène, où vraiment, j'étais pas de dos, mais ce qu'on appelle en termes de métier, en profil perdu. Et j'étais furieux. Dans Le Plaisir, le rôle que je faisais était un rôle absolument odieux. C'était une espèce de mégère qui pleurait parce qu'il était en retard, parce que j'ai était en retard, parce qu'il ne venait pas, etc. Et il veut toujours que je prenne un ton très désagréable. Comme du reste, toutes les femmes dans Maupassant, elles sont toujours des objets, une fois que le désir de l'homme est passé. C'est ça. J'aurais dû douter qu'il était ici. Vous m'avez toujours détesté. Je ne veux pas de ton argent. Ni de ta lettre. Ni de ton congé. Je ne veux pas être traitée comme une fille. Entre les scènes, j'aimais bien lui parler. Il était très intéressant à avoir travaillé. Il avait des idées, il avait le goût du détail, de la subtilité. Ça se voyait, ça m'amusait beaucoup à regarder. Et puis, il m'amusait aussi parce que sa coquetterie un petit peu enfantine, la pochette, la cravate, la chemise, tout ça, ça changeait tous les jours, très élégant, le chapeau. Et il aimait bien vous faire sentir qu'il avait trouvé une chose très intéressante. Alors il vous donnait un petit coup d'œil pour voir si on avait apprécié. Il avait ce culte de la petite chose qui fait que subitement le public, que ce soit à la télé, que ce soit dans une salle de spectacle, au théâtre, au cinéma, subitement, ça y est, on y est. C'est pas moi qui suis allée te chercher. Il faut que ça tombe un samedi. Une faveur dont vous apprécierez la générosité. Je ne sais pas s'il me considérait comme son fétiche. Il a bien voulu me dire un jour que je lui portais bonheur. C'est d'ailleurs l'époque où il m'a presque obligé à tourner, puisque j'avais pratiquement abandonné le cinéma pour me consacrer à une industrie familiale. Et il est venu me chercher un beau jour, c'était pour tourner Le Plaisir. Le Plaisir dans lequel il m'a torturé physiquement, puisque je jouais une espèce de réincarnation de Valentin de Desossé, où il m'a fait prendre des leçons de danse avec Tabarin, le ballet de Tabarin.
pendant une quinzaine de jours. Après le plaisir, il est revenu me chercher pour Madame 2, si je me rappelle bien, et là, je lui ai dit à nouveau, mais écoutez, je n'ai pas le temps. Et c'est là qu'il m'a dit, mais Jean, si je vous en supplie, acceptez, vous me portez bonheur, vous me portez bonheur. Et alors, le monocle, n'est-ce pas? Le monocle. Il était là pour servir ses acteurs. Et les acteurs étaient aussi là pour le servir. Mais enfin, avec Daniel Darieux, c'était vraiment... Ce serait plutôt à elle d'en parler, d'ailleurs, qu'à moi. Enfin, c'était son actrice préférée, certainement. 4 jours sans vous voir. On ne danse donc plus à Paris. Vraiment, il avait une grande passion pour Darley. 24 heures sans vous voir. Daniel Darley était une actrice que je voulais connaître et approcher parce que j'ai eu pour elle toujours une admiration infinie. Je crois que c'est parce qu'elle correspondait bien à sa vision, pas tellement de la femme que de la féminité. Je suis, paraît-il, d'une coquetterie infernale. Il la sentait fragile, frivole dans le sens le plus sérieux et subtil. Mais comment votre mari accepte-t-il de vous voir porter ce bijou? Grâce à un petit mensonge, le premier de ma vie. Enfin, un des premiers. Vous me le pardonnerez, je l'ai fait pour vous. Ce sera notre mensonge. Et il adorait la frivolité sérieuse. C'est une arme de la femme contre la femme-objet, justement. Hier encore, j'ai... Avant-hier que vous m'avez... Avant-hier, vous m'aviez tourné la tête. Nous entendions très bien. Vraiment, il y avait une entente extraordinaire entre un metteur en scène et une actrice. Ses parents se comprenaient très bien par des toutes petites choses. Il n'avait pas besoin de me dire beaucoup de choses, quoiqu'il aimait demander énormément de choses, 1000 petites choses pour une scène, mais... Je les comprenais très bien, je ne sais pas, j'aimais cette façon de diriger, j'aimais sa façon d'être, et il vous mettait plutôt dans une ambiance il ne demandait pas des choses précises, mais il vous demandait des choses même qui n'avaient... Il vous racontait tout d'un coup une histoire qui n'avait rien à voir avec ce qu'on était en train de faire. J'ai dit, mais enfin, je vais tourner dans 2 minutes, pourquoi est-ce qu'il me racontait ça? Et puis au fond, ça avait un rapport, psychologiquement parlant, ça avait un rapport très net. Et alors, il vous mettait comme ça, dans une atmosphère. Il y a des attentions extraordinaires. Il m'envoie tous les jours des robes, des bijoux, et même des fleurs. Nous buvons du champagne à tous les repas. Il embrasse mes mains. Il me dit des choses merveilleuses. Moi, j'écoutais tout ce qu'il me demandait. Toujours. Parce que ça me convenait parfaitement. Ça me convenait, c'est ce que j'avais besoin de faire. Mais lui savait sortir aux gens. Parce que avoir du métier, c'est une chose. Mais si on n'est pas dirigé, on a simplement du métier. Bon, on parle juste, c'est tout, une espèce d'habitude. Mais lui, il sort tout ce qu'on ne se rend même pas compte qu'on a. Je me rappelle une fameuse scène où nous cueillions les marguerites, qui étaient d'ailleurs des fausses marguerites, avec une queue en fil de fer et des fleurs de papier. Il a dit tout d'un coup, il faut absolument nous chanter une chanson. Ça lui est venu comme ça, une vieille chanson. Et il avait un petit format, voilà ce que je voudrais que vous chantonniez dans le chant. Très bien. Ah oui, c'était combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu.
Et alors il a dit, il faut absolument faire venir un piano pour apprendre cette chanson. Nous étions en plein champ, à 12 km d'une ville. Il dit, allez chercher un piano. Alors le camion du son, je ne sais quoi, est allé chercher un piano. On l'a attendu longtemps. Et c'était extraordinaire de voir toutes ces dames en 1880 avec un piano droit dans un champ cueillant pour apprendre la chanson du film. C'était très très drôle. À moins qu'à lui, Dieu ne m'appelle, mon confesseur n'en saura rien. Combien je regrette l'embrasse de vue, un jour le bien fait, la. Il m'a dit un jour, j'ai trouvé ça, c'est très 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 Ophuls, ça. Il m'a dit, Daniel, vous avez tellement le sens du comique que vous devriez toujours jouer des rôles dramatiques. Ça, c'est tout Ophuls. Revenez bientôt. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Revenez. C'est ça, Madame II, c'est la frivolité d'abord, et puis qui ne sait même pas qu'elle va souffrir. Et c'est ça qui l'intéressait. C'est le mélange d'une nature comme ça, qui est terriblement superficielle au fond, et puis qui devient un personnage très profond et très, très atteint. Trop fatiguée. J'ai l'impression que il m'a amené des choses extraordinaires. D'ailleurs, quand il a disparu, en dehors du chagrin que j'ai eu de perdre un ami très cher, mais j'ai été absolument perdue. Je me suis dit, mais comment je ne vais plus tourner avec Ophuls, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais te diriger? J'ai eu vraiment un moment de panique, c'est très curieux. Et je pensais après, quand j'ai tourné d'autres films, avec des gens qui m'indiquaient, qui me demandaient peut-être pas assez de choses, je pensais à lui, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'il aurait trouvé là, qu'est-ce qu'il aurait demandé. Et ça m'a quelquefois aidé. Hier, j'ai réfléchi. J'ai décidé de ne plus vous voir. Je vous ai écrit une longue lettre. Mais je l'ai pas reçue. Elle est déchirée. J'aurais dû vous l'envoyer. Fred a tué. Celui-là là-bas, Ophuls era un uomo delicatissimo di sentimenti, elegante, non amava la volgarità, non voleva la volgarità. Il avait une coquetterie physique de sa personne et une coquetterie morale aussi. C'était un séducteur. Il vous couillonnait par sa gentillesse, par son charme. Quand il voulait vous obtenir quelque chose de vous, il vous caressait. Il était très, très... Il nous couillonnait. On ne pouvait absolument rien lui refuser. C'était un charmeur. Il savait très bien envelopper les choses. Il y a eu des difficultés, mais enfin, il était désarmant parce qu'il était d'abord d'un caractère épatant et... Enfin, il savait nous avoir. Sur un plateau, c'était un tyran. À mon avis, il avait bien raison. Et surtout, c'était un homme fou d'inquiétude. Il était très dur, très très dur. Il ne pouvait pas lui en vouloir. On le détestait pendant 5 minutes et puis c'était fini, on n'y pensait plus. Il était charmant en dehors du travail, mais pendant les heures de travail, il était plutôt difficile. C'était un petit tyran. Il avait un sens d'humour très aigu. Mais un humour particulier. Un peu grinçant, enfin... il était très bon vivant, très agréable. Il était très cynique. C'était un homme absolument merveilleux, fascinant.
Mais les mondanités, non. Il n'aimait pas ça. Il sortait très peu. Avec les femmes, il avait un comportement mêlé énormément de charme, évidemment, énormément de charme, mais mêlé à un certain sadisme, à une certaine petite cruauté, de classe d'ailleurs, admirablement faite, qui devait le divertir, s'amuser beaucoup, un petit peu comme le chat avec la souris. Où est-ce que la femme-objet est le plus statufiée? Où est-ce qu'elle est le plus cruellement braquée dans une lumière? C'est dans un cirque. Et plus le cirque est grand, et plus il y a d'ombre autour, et plus il y a de mouvements autour, et plus c'est cruel. Le cœur, le poignet et la main, trois folles, les yeux, les cheveux et le pied, trois courtes, les bras, les oreilles, le nez, trois courbes, l'épaule, la bouche et le sein. Tu donnes ton corps, mais tu gardes ton âme. Les hommes se donnent pour t'offrir des trésors. Ton regard est si tendre et si blanc ton genou. Quand tu danses et tu voles en passant près de nous. Maintenant, messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous annoncer que la comtesse, dans un esprit de repentir et de mortification, de bonté, de charité, abandonne les produits de ces exercices uniques aux œuvres de relèvement des filles perdues. Allez-y, messieurs, dames, pas de fausse pudeur. Elle vous dira tout. C'est parti d'un sujet de Cécile Saint-Laurent qu'on est venu lui proposer. Je crois qu'il y avait une 50aine de pages sur la vie galante de Lola Montez. Vous savez, c'était la mode à l'époque. Les films de Martine Carol, La vie galante, Lucrèce Borgia, Nana, toute une série, Caroline Chéry. Et on ne comprenait pas ce qu'il voulait faire. Dès le départ, il nous parlait de ce cirque, un cirque qui n'a jamais existé que dans ce film. Avec ses trapézistes, il voyait une mise en scène. Et tout le temps, ça revenait, c'était cette atmosphère de cirque qui le faisait rêver. Nous montrons tout ce que les femmes dans la rue rêvent de faire, mais n'ont jamais le courage de faire. Faire terriblement belle. Vous pouvez voir, messieurs, dames, sur son dos, les scandales les plus notoires. D'abord, il a pensé ce qui lui était le plus proche, c'était l'histoire de Lola Montez en Bavière, avec le roi de Bavière, et l'histoire de cette révolution contre une femme qui en fait aimait le roi. Et ça, il aimait beaucoup. Et ce roi déjà sourd et un peu vieux. Et alors, il voulait faire un petit film en noir et blanc là-dessus. Et alors, successivement, on est venu lui dire Martine Carol, grande vie, puisqu'à l'époque, la plus grande vedette, couleur, cinémascope, 3 versions. Alors, chaque fois, ça devenait de plus en plus grand. Et pour lui, c'était des casse-têtes terribles. Et alors, à partir du moment où il a fallu faire du spectacle commercial, il a fait un film sur le spectacle commercial. Et c'était presque inconscient, je crois. Mais il disait souvent, c'est un film contre la publicité. La Montez, c'est très vrai. Le cirque représente aussi toutes les curiosités malsaines, toutes les curiosités autour de la vie privée des autres, c'est contre la presse du cœur, ce film. Scène de la vie conjugale, évoquée grâce au concours de la troupe des Lilliputiens du Mount Circus. Premier Noël dans l'intimité, promenade à cheval, le boudoir, le dimanche à la petite église du village. Il a eu un problème d'actrice. Bon, incontestablement, et je crois que Martine Carol le reconnaîtrait volontiers elle-même, elle n'était pas le personnage. C'est-à-dire que Martine Carol lui avait été imposée. C'était, je vous dis, la Bardot d'il y a 2 ans. Alors, il avait avalé ça. C'était, au départ, pour signer son contrat, il fallait Martine Carol. Alors, il s'est mis à réfléchir à Martine Carol et il l'a vue comme un monstre. Lola,
Chaque mouvement de son numéro, comme chaque action de sa vie, sont elle irise son joli coup. Tout faux mouvement à cette extrême hauteur, et c'est la chute, la mort. Marine, du journaliste Dujarier, son destin l'amène vers le journaliste Beauballon, dont le journal a un tirage plus élevé. Le grand et célèbre Richard Wagner, le très grand, le très célèbre Frédéric Chopin tombe à ses genoux. Plus haut, Lola, plus haut. Avec danse et musique, Lola passe de l'art à la politique. Aïe. Mesdames et messieurs, un des risques de notre métier. Le comte de Lichtenfeld, régnant d'une main de fer sur 78 000 habitants, lui verse 300 ducats d'argent par mois. Plus haut, Lola, plus haut. Ah, le grand-duc d'Hesse, 500 ducats d'or de revenus mensuels. Toujours plus haut, Lola. Plus haut. Lola arrive au sommet. Je crois que c'est le meilleur directeur d'acteur que j'ai jamais connu. C'est une grande chance de tourner avec lui parce qu'il demandait beaucoup aux acteurs, mais il dirigeait tellement bien. Il était très dur, très exigeant, mais c'était payant. La partie technique chez lui est très importante. 50%, enfin 50% l'acteur, 50% la technique. Mais en tout cas, il apprenait aux acteurs, et particulièrement Lola Montez, qui n'était pas tellement un personnage pour moi. Et moi, j'avais très peur de ce personnage étonnant, et je pensais que je ne pouvais pas le jouer. Et c'est vraiment lui, avec beaucoup de patience. Il faut dire qu'il avait un charme énorme. Et il me disait avec les cheveux bruns, les cheveux tirés, qu'effectivement, je pouvais jouer Lola Montez. Moi, j'ai senti le personnage parce que Max était arrivé à me le mettre dans la tête et que vraiment, c'était très dur pour moi parce que je l'ai fait en français, en anglais, en allemand. Je faisais du trapèze, du cheval, beaucoup de choses difficiles. Et j'ai donné mon maximum, je crois, pour la première fois. Les 2 premières semaines, j'ai eu du mal à être Lola Montez. Et après, je l'étais complètement. Parce que je ne parlais que d'elle, que je passais mon temps avec Ophuls, et que nous parlions que de Lola. Alors j'ai essayé, j'ai lu tous les bouquins sur elle, et j'ai essayé d'être le plus possible, plus proche d'elle. Allez. Elle était très belle, beaucoup plus belle que moi. Enlevez le filet. Les lions, Vous allez pouvoir l'approcher, la toucher, lui baiser la main. Les rois, les princes, les millionnaires ont sacrifié pour cela leur pays, leur puissance, leurs millions. Mais pour vous, messieurs, ce ne sera pas des millions, ce ne sera pas 100 000, pas 1000, pas 100 $, pas 10 $, mais $1. je ne pourrais pas vivre sans toi. C'est bien. Ça va aller. Oh, messieurs,
messieurs, payez-vous du plaisir. Donne-moi $1. Venez. J'avais une scène de 4 minutes, tout seul, avec 800 comparses, je pense, quelques lions, quelques chevaux, toutes sortes, toutes les choses du cirque. Alors je savais que ça coûtait très cher. Alors 4 minutes en 3 langues, j'ai demandé qu'on commence avec la plus difficile pour moi, qui était l'allemand tout de même. Et je me rappelle encore de certaines répliques aujourd'hui. Zerfetzte Herzen, vergeudete Vermögen. Je me suis promené avec le fouet. Et j'ai fait ça la première fois, parfaitement. Et j'étais très flatté parce que tout le monde applaudissait. Alors, je suis vraiment un très bon acteur, je me suis dit. Pas nécessairement très bon, mais très efficace. Puis j'ai le deuxième prix, j'ai fait en français. Et de nouveau, j'ai pas fait une seule erreur. Puis soulagé, j'ai abordé l'anglais et j'ai fait, je pense, 24 prises. Si je vous dis qu'on a construit en Allemagne, au studio, sur le terrain, un cirque de 3000 places avec 18 mètres de hauteur, ce qui n'empêchait pas qu'on avait engagé un autre cirque, un vrai grand cirque, à cause des roulottes, des bêtes, le personnel, les nains. C'était quelque chose, vous savez. Des nains qui pendaient et qui allaient de haut en bas comme des pistons d'une voiture sur le rythme de la musique de Georges Auric. Et tout d'un coup, c'était un Lilliputien, je pense, était absolument coincé par sa ceinture. Et tout le monde pensait qu'il était vraiment en train d'être étranglé. Et c'est le seul moment de violence que j'ai jamais vu chez Max Ophüls, qui tout d'un coup a dit en allemand, parce qu'on tournait ça à Munich, « Lass die Zwerge hängen !» qu'il continue à pendre jusqu'à la fin de la scène. Mais je l'ai taquiné beaucoup, parce que je lui parlais comme si j'étais un membre de l'SS après. Je l'ai félicité, n'est-ce pas? Alors là, il est devenu tout rouge, il était très sensible tout de même. Et il est reconnu que c'était un peu excessif, mais il voulait ce plan. C'était un démon du cinéma, après tout. Et il y a beaucoup comme ça. Mais il était de loin le doux que je connais de cette race pour lesquels, dans le moment de tournage, les plans sont plus importants que la vie. Pendant tout le film, Ophüls faisait des observations drôles sur la possibilité d'un échec immense. Alors c'était un peu comme Néron qui regardait Rome en disant « J'ai bien nettoyé la ville ». Alors il y a aussi ce côté perverse. Je me demande parfois s'il voulait être compris à fond, ou s'il désirait encore ce petit mystère qui est l'ingrédient de toutes sortes de choses qui ont survécu. Non, moi, on m'a défendu. Ophüls!